Bonjour à toutes et à tous. Précédemment, nous avons étudié la manière avec laquelle les philosophes des Lumières et la Révolution américaine ont influencé en France la remise en cause de l'Ancien Régime et de la monarchie absolue. Comment, en 1789, les Français sont devenus des citoyens grâce au vote de la Déclaration des droits de l'homme et l'établissement d'une première constitution en 1791, restreignant les pouvoirs du roi dans une monarchie dite constitutionnelle. Nous examinerons aujourd'hui l'échec de cette monarchie constitutionnelle entre 1791 et 1793 jusqu'à la prise du pouvoir et du coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799 qui mettra fin à la Révolution française. Ainsi, au lendemain du vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Louis XVI refuse les changements imposés par cette même déclaration et refuse de voir son pouvoir absolu disparaître. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker. Mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu? Aussi, 2 ans plus tard, et 2 mois avant l'établissement de la première constitution, Louis XVI décide de s'enfuir de Paris et de se rendre en Autriche, pays natal de son épouse Marie-Antoinette. Il souhaite organiser ses troupes et imposer à nouveau son autorité dans son royaume. Cependant, il est reconnu sur la route qui le mène vers l'Autriche. Arrêté à Varennes, le roi est ramené à Paris par l'armée. Mais le roi n'est pas tout de suite condamné, et la première constitution française est promulguée le 3 septembre 1791, qui acte le début de la monarchie constitutionnelle et de la séparation des pouvoirs. Cependant, le peuple français ne l'entend pas de la même oreille, et s'est senti trahi par la fuite de Louis XVI. La fuite à Varennes marque ainsi une rupture définitive entre le roi et le peuple qui exige sa destitution. D'autre part, en Europe, les immigrés de la noblesse, qui ont fui le pays, mobilisent les monarchies étrangères pour renverser la Révolution française. Les rois d'Europe, craignant que la Révolution ne se propage, finissent par s'unir et déclarent la guerre afin de remettre Louis XVI sur le trône de France. En réaction, le 10 août 1792, les sans-culottes, des révolutionnaires issus du peuple parisien, prennent d'assaut le château des Tuileries où résident Louis XVI et sa famille. Le monarque est alors arrêté et emprisonné à Paris. Ce 10 août 1792 marque la chute de la monarchie en France. À la fin de l'été 1792, les révolutionnaires français commencent à gagner des batailles contre les monarchies européennes et les repoussent en dehors de France. Le 22 septembre 1792, le roi étant emprisonné, l'Assemblée nationale abolit la monarchie constitutionnelle. Le même jour, la République est proclamée. Une nouvelle assemblée, appelée la Convention, est alors élue. En 1793, une nouvelle constitution est également rédigée. C'est dans ce contexte que le roi est jugé. Et, le 21 janvier 1793, Louis XVI est condamné et exécuté. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. C'est une manière symbolique pour le peuple de se débarrasser définitivement de la monarchie. Cette décision provoque de nombreuses oppositions à la fois en Europe et à l'intérieur du pays. Le territoire français est à nouveau menacé par les monarchies européennes, menées par l'Autriche-Hongrie. Mais il est aussi menacé de l'intérieur par des mouvements contre-révolutionnaires. Ces mouvements sont particulièrement populaires en Vendée, une région historiquement royaliste. La République, toute jeune encore, est menacée. Les révolutionnaires maintiennent leur pouvoir en appliquant un régime autoritaire qu'on appelle la terreur. Le député Maximilien de Robespierre prend le pouvoir et décide d'instaurer ce qu'on appelle la terreur, le temps, selon lui, de mettre fin à la guerre civile et de restaurer la paix. Cette période est nommée la terreur car toute opposition au mouvement révolutionnaire dominant est violemment réprimée. Tout opposant peut être arrêté, jugé et condamné par le tribunal révolutionnaire sur simple dénonciation. En outre, des décrets sont pris pour tenter de supprimer définitivement la religion de la vie quotidienne des Français. Les églises sont fermées et transformées en entrepôts et les symboles religieux sont détruits. Les membres du clergé qui résistent sont emprisonnés ou exécutés. En 2 ans, près de 17 000 condamnations à mort ont eu lieu. Si on compte les personnes exécutées sans jugement, on atteint les 40 000 victimes. Ce régime autoritaire finit par causer sa propre chute. En effet, après la victoire de la France face aux monarchies européennes, une volonté d'apaisement revient. Robespierre finit par perdre toute popularité. Il se fera lui-même arrêter et guillotiner le 28 juillet 1794. C'est la fin de la terreur. Le pays retrouve peu à peu le calme. Les valeurs prônées par la Révolution ont survécu. Les députés reprennent alors le pouvoir et un nouveau régime se met en place dès 1795, nommé le Directoire du nom des 5 directeurs qui sont à la tête de ce gouvernement. Ce nouveau régime politique repose sur le principe de séparation des pouvoirs, pour éviter une toute nouvelle tyrannie. Ainsi, le pouvoir exécutif est réparti entre ces 5 chefs du gouvernement élus par une assemblée. Mais cette république est une république bourgeoise et conservatrice, qui verra la paupérisation d'une grande partie du peuple et l'enrichissement d'un petit nombre. République bourgeoise car elle valorise la propriété et réduit les libertés individuelles. Elle garantit la propriété des plus riches considérés comme les meilleurs citoyens. Ainsi, le mode de scrutin redevient censitaire. La souveraineté n'est plus destinée à la nation ou au peuple, mais est réservée aux propriétaires français d'au moins 21 ans et seuls capables d'acheter leur droit de vote. Seule une poignée d'électeurs est admise à voter suivant son niveau de richesse. Cependant, sur le plan économique, le Directoire hérite d'une situation désastreuse. Le peuple s'appauvrit. Les Français ne mangent plus à leur faim. La sécurité n'est plus assurée. Les paysans, incapables d'avoir les ressources nécessaires pour investir dans leurs fermes, en viennent à piller les forêts. Le bois sert au chauffage, à l'entretien ou à la reconstruction des bâtiments. De plus, les loyers ne cessent d'augmenter, le prix du pain explose et le chômage fait rage. Cette misère suscite de nombreux mouvements sociaux et de nombreuses grèves et offre aussi de nombreux partisans à tous ceux qui s'opposent au régime. La misère est d'autant plus insupportable qu'elle profite à l'enrichissement de quelques-uns, qui ne s'en cachent pas. Le pays est dans un état économique désastreux. Les 5 membres du Directoire à la tête du pays sont complètement dépassés. Les rumeurs de complot sont permanentes. L'un des directeurs, Emmanuel Sieyès, prend les devants. Il veut organiser un coup d'État pour instaurer un pouvoir plus fort. Mais pour cela, il lui faut un général pour organiser les troupes et empêcher les troubles.
Car à l'extérieur du pays, partout en Europe, les victoires et les conquêtes militaires sont nombreuses. La République est fière de la victoire de ses armées. Les troupes françaises ne cessent de gagner en prestige aux yeux du peuple. Sieyès cherche donc parmi eux un général populaire et disponible. L'un d'entre eux se distingue et profite de ses succès. Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Il est devenu, au fil de ses conquêtes, aux yeux des Français, l'homme providentiel, le sauveur. Ainsi, Bonaparte accepte d'entrer dans la conjuration de Sieyès. Le 9 novembre 1799, le coup d'État est enclenché. Ce coup d'État, entré dans l'histoire sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire selon le calendrier révolutionnaire, marque la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du consulat. Bonaparte devient alors le premier consul de France et instaure un nouveau régime. Ce régime sera autoritaire et conservateur. Alors, si certains s'extasient devant l'intelligence et les exploits militaires de Bonaparte, d'autres voient plutôt en lui le fossoyeur de la Révolution.